Merci beaucoup, merci messieurs, dames, modérateurs, merci aux organisateurs, merci de m'avoir encore invité pour parler de l'enfant, sachant que cette invitation remonte à 3 ans et que malheureusement on a eu 2 ans d'arrêt à cause du Covid. Alors je vais vous parler de la toux chronique chez l'enfant et on m'a demandé de faire un algorithme décisionnel, donc un peu pratique. La toux est un symptôme parmi les 10 premiers motifs de consultation pédiatrique. Dans une enquête qui a été faite sur 7251 familles avec des enfants âgés de 1 à 5 ans, on a trouvé que 85% des consultations chez un médecin étaient pour cause de toux ou d'asthme. 67% reçoivent un traitement pour la toux et 35% des enfants reviennent plusieurs fois, plus de 3 fois dans les 6 mois. Ça, c'est juste pour un peu illustrer les choses. La toux est un symptôme qui est au carrefour de plusieurs spécialités. Les pédiatres, allergologues, les gastropédiatres, les ORL, les pneumologues et aussi les psychiatres peuvent s'y mettre aussi. C'est une étiologie le plus souvent mais bénigne. Le vrai problème, c'est de ne pas passer à côté d'une urgence, à savoir le corps étranger trachéobronchique, et de pathologies graves à leur début, telles que la mucoviscidose. Se donner les moyens et outils simples pour ne pas banaliser cette plainte par un interrogatoire, un examen clinique, une radio du thorax et quelques examens complémentaires. Et puis pourquoi pas l'épreuve thérapeutique? Elle peut être d'un grand secours. Alors maintenant, attention au vagabondage médical. On a, nous, aux pédiatres, beaucoup de familles qui n'arrivent pas à tolérer du tout que leurs enfants toussent la nuit. Et ils reviennent et ils disent, voilà, s'il vous plaît, arrêtez-nous ça, parce que ça perturbe aussi bien la vie de l'enfant que la vie de sa famille. Mais il faut être expliqué, être modeste, revoir l'enfant. Voilà comment je vous conseille de procéder. C'est pas simple. Alors la définition de la toux chronique, ça peut être 4 semaines pour les Américains, 8 semaines pour les Britanniques, avec une durée intermédiaire qu'on appelle la toux aiguë prolongée, qui est entre 3 et 8 semaines. Mais pour les pédiatres, il y a un consensus actuel pour parler de plus de 4 semaines. Alors, au niveau des fréquences, heureusement, la toux normale, ou dite à peu près normale, ou attendue, généralement en rapport avec les pathologies ORL, hyperactivité bronchique, sont les plus fréquentes. Il y a la toux qui est spécifique de pathologies pulmonaires chroniques, qui ne sont pas très fréquentes, et entre les deux, il y a cette toux qu'on appelle non spécifique, à laquelle on n'a pas de réponse ou d'étiologie visible dans les médias. Alors, la toux est finalement un symptôme qui est banal, physiologique, c'est un phénomène réflexe, qui, pour protéger les voies aériennes supérieures et inférieures. Et tousser, même de façon prolongée, n'est pas forcément grave. Tout à l'heure, on a parlé de la toux attendue après une infection virale, et donc aussi, elle peut être considérée comme un peu physiologique. Le problème, c'est qu'on a une attente des parents, et puis est-ce qu'on peut, des fois, on est obligé de leur dire, écoutez, on va attendre, mais on va attendre un peu, et donc c'est pour vous dire que la toux normale est peut-être très difficile à digérer quand on parle aux parents. Alors l'anamnèse, je m'arrête sur cette plaque pour vous dire que c'est la place la plus importante pour nous orienter. L'âge de l'enfant est important, on n'est pas pareil quand on est devant un nourrisson, un jeune enfant ou un adolescent. Quand et comment la toux a-t-elle débuté? Après une infection ou un contagion intrafamilial, pensez toujours aussi à la tuberculose. De façon brutale, il faut penser au corps étranger. Quelles sont ses caractéristiques? Sèche, productive, spasmodique, rauque, émétisante, diurne ou nocturne. C'est-à-dire quelle est sa prédominance? Est-elle isolée ou associée à d'autres signes? Le wheezing, les fausses routes, la bronchorrhée, l'effort, un ralentissement pondéral, une asthénie.
Y a-t-il des facteurs déclenchants? La saisonnalité est un élément important, le primo-décubitus, on pense au reflux, l'effort, l'air froid, l'alimentation. Quelles sont les modalités évolutives? Est-ce que c'est une toux qui va en s'aggravant? Est-ce qu'elle répond bien au bêta-2 mimétique ou est-ce qu'elle répond bien aux corticoïdes, aux antibiotiques? Ça, il faut poser la question parce que quand ils arrivent aux pédiatres, aux pneumopédiatres, généralement, ils ont fait plusieurs médecins ou aux urgences et on a dû donner plusieurs thérapeutiques. Donc, quel est l'effet de ces thérapeutiques? Pourquoi pas? Alors, l'environnement aussi, il ne faut pas le négliger, l'exposition au tabac, des fois les conditions dans lesquelles vit l'enfant sont totalement insalubres. Donc, le logement, comment il est, il faudrait aussi s'enquérir de tout ça. L'examen clinique, l'aspect général de l'enfant, son poids et sa taille, parce que l'enfant exprime tout ce qui est pathologique et grave par une baisse du poids d'abord, et puis par la suite, la taille. L'auscultation, pourquoi pas, on peut trouver des sibilants, des crépitants, des fûts localisés. L'auscultation cardiaque, un souffle, l'examen ORL, ronflement, respiration bouche ouverte, salivation. Et je peux vous dire, Semia est là à côté de nous, que souvent ils arrivent comme ça, avec un ronflement à la consultation et clairement la pathologie ORL, elle est flagrante. Le reste de l'examen, bien entendu, on parle d'enfants et donc l'examen doit être complet. Les signes d'alerte sont un encombrement bronchique permanent, des infections répétées, des voies aériennes supérieures et ou inférieures. Ils peuvent faire des pneumonies d'un côté et d'un autre, penser au déficit immunitaire, donner de l'importance aux symptômes associés, diarrhée chronique, stridor, un souffle cardiaque, un retentissement sur la croissance, comme je viens de le dire, une limitation des activités, un retentissement sur le sommeil et sur la qualité de vie de l'enfant. La radio du thorax est un examen incontournable. Il fait presque partie de l'examen clinique. Si possible, on le fera en inspiration-expiration. En tout cas, il est le plus souvent normal. Alors, 9 fois sur 10, on est devant une clinique rassurante, une radio du thorax normale. On est orienté sur une pathologie. On peut mettre en route un traitement spécifique qui va aboutir à la guérison. Mais des fois, on va échouer, ou bien on est d'emblée devant des signes d'alarme, une radio du thorax anormale, et à ce moment-là, on ira vers des examens de deuxième intention. Les examens de deuxième intention, il y a les plus faciles, bien sûr, on doit les faire en fonction de l'orientation. Si on pense à un corps étranger, il faut faire l'endoscopie. Si on pense à une pathologie pulmonaire chronique, il faut faire la tomodensitométrie, les prélèvements bactériologiques, les tests cutanés, les EFR. Et si on pense à une autre pathologie plus grave, le test de la sueur, avec toutes les difficultés que nous avons pédiatres à avoir accès à cet examen si simple pourtant. Un bilan immunitaire, humoral c'est facile, mais cellulaire, il faut des rendez-vous à Pasteur, etc. Et donc c'est pas si facile que ça. Pensez aussi au HIV, l'étude des cils et la génétique sur la dyskinésie ciliaire primitive, c'est aussi le parcours du combattant. C'est pas aussi simple. Hein. Alors, là je vais partir sur les symptômes et on va réfléchir ensemble si vous voulez. Nous avons un enfant qui se présente avec une toux grasse matinale, un ronflement, un écoulement nasal. Donc là, pour penser à la sphère ORL. Tout à fait. Donc, surtout en hiver, les tout petits inférieurs à l'âge de 4 ans peuvent avoir les végétations, leur respiration bouche ouverte, ils hypersalivent, ils ronflent. Et puis l'auscultation est relativement pauvre. Là, l'ORL pourra nous aider par le nasofibroscope, puisqu'on ne fait plus de radio du cavum de profil, qui pourrait pourtant nous aider très fort, parce qu'elle est facile. Mais sinon, le nasofibroscope, bien entendu, mais la décision est hyper difficile à prendre. Parce que si on tombe sur les végétations, faut-il les enlever ou attendre qu'ils évoluent naturellement? Est-ce qu'ils jouent avec nous ou contre nous? C'est ça le grand problème face aux végétations. Il y a un autre problème qui se pose. Est-ce que l'enfant a une rhinite allergique ou est-ce que c'est les végétations? Donc généralement, c'est l'âge plus grand qui nous fait penser à la rhinite allergique et les plus petits, on pensera volonté plus aux végétations. Alors, bien sûr, on pense à la rhinite allergique quand il y a la triade caractéristique avec le prurite, l'éternuement, l'écoulement nasal, l'obstruction. Et puis, des fois, à force de se gratter comme ça, ils ont un trait médian.
L'ORL pourra nous aider, peut-être nous aider à prendre la décision thérapeutique adéquate. On posera la question sur l'atopie familiale, on pourra faire les tests cutanés également, et puis proposer un traitement à base d'antihistaminiques, plus ou moins les corticoïdes nasaux. Alors le grand problème qui se pose aux pédiatres, pneumopédiatres, et au RL avec nous, est-ce qu'il s'agit de végétation ou est-ce qu'il s'agit de rhinite allergique? Moi, avant, on était beaucoup plus à l'aise en se disant, bon, la rhinite allergique concerne les plus grands et les végétations, c'est les plus petits. Mais de plus en plus, on parle de rhinite allergique chez les plus petits. Et dans cette étude de Trousseau, sur 41 nourrissons parmi 227, 18% avaient la rhinite allergique. Et dans la cohorte de Paris, on a constaté que 9,1% des nourrissons de 18 mois avaient des symptômes de rhinite allergique et ces enfants avaient des parents particulièrement atopiques et ils avaient les marqueurs de l'atopie. Alors, bien sûr, pour une décision finale, l'avis doit être entre ORL et pédiatre. Et puis, on fera le mieux pour libérer ces voies aériennes. Parce que s'il ronfle et il a une désaturation nocturne, c'est très embêtant pour l'enfant. Donc, même pour une rhinite allergique, on est obligé des fois d'intervenir et de libérer les voies aériennes. Alors maintenant, on va sur une toux sèche survenue la nuit ou au petit matin avec... souvent poser la question sur ça, est-ce qu'il a eu des toux de ce type-là, est-ce qu'il a eu des nébulisations chicha? Souvent ils disent oui, alors les corticoïdes, la réponse aux corticoïdes, ça peut vous aider sur une toux équivalente d'asthme, parce que si la toux est accompagnée de sibilant, là le diagnostic est facile, mais si il n'y a pas de sibilant, alors la toux équivalente d'asthme. Donc on peut trouver des stigmates d'atopie avec le double pli palpébral, la peau sèche atopique. On peut faire les EFR avec la recherche d'hyperactivité bronchique par les tests de provocation. On peut également vous faire les tests cutanés pour renforcer notre hypothèse diagnostique. Mais c'est l'épreuve thérapeutique qui est la plus importante. Et si on a une réversibilité, c'est probablement de l'asthme. Alors, maintenant, la toux sèche au coucher. Bien sûr, il y a l'environnement. On le couche et puis il commence à tousser. C'est peut-être sa chambre, elle n'est pas bien. Mais par ailleurs, la toux en rapport avec un reflux est déclenchée dès le coucher. Alors, les enfants n'expriment pas par des symptômes digestifs leur reflux. C'est souvent des otites récidivantes, de l'asthme et des laryngites aiguës récidivantes. Alors, on s'est dit que dans les gastropédiatres nous recommandent, dès que les symptômes ne sont pas digestifs, ils nous disent il faut faire la pH-métrie. Alors, la pH-métrie, on en a fait plein de pH-métrie, on a toujours le même profil, à savoir plusieurs reflux, qu'on appelle respiratoires. Hein. Plusieurs reflux de faible durée, à pH inférieur à 4, et qui sont diurnes. Alors qu'on les attend la nuit, ils sont dans la journée. Et donc, on a finalement arrêté de faire des pH-métries. Maintenant, faut-il les traiter combien de temps par les IPP, puisque c'est le seul dont nous disposons. Alors, bon, qui dit que c'est un reflux acide? On ne sait pas, ça peut être un reflux alcalin. Et si on va mettre les IPP, ça va être 2 mois, 3 mois maximum. Et dans une méta-analyse de 2011, on a constaté qu'il n'y avait pas d'intérêt réel de l'utilisation des IPP chez les enfants. Alors, la toux aboyante de type laryngé, j'ai voulu la mettre parce que cette année, j'en ai vu plein. J'en avais un peu ras-le-bol parce qu'on dirait que c'est une épidémie. C'est survenu après les virus du printemps. Est-ce que c'était le Covid, la Covid ou autre chose, autre virus? On ne sait pas. Mais en tout cas, cette toux, elle est très embêtante. Elle est en rapport avec un dysfonctionnement des cordes vocales. Les parents sont très inquiets parce que la toux aboyante, elle les dérange très très fort. Alors, justement, même elle a résisté aux corticoïdes par voie orale. Donc, moi, ça a très bien marché avec moi, les nébulisations de corticoïdes nasales, des nébulisations de corticoïdes à forte dose.
Ça marchait bien plus que la corticothérapie par voie générale. Et puis, s'il répète toujours cette toux, la ragée, tout l'hiver, etc., il y a une place aux antileucotriennes. La toux, dite attendue, le plus souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Mme Ayedi, tout virale, le plus souvent virale. Et les bactéries, alors? Alors, justement, la coqueluche, chez l'enfant, on est obligé d'en parler parce qu'on connaît celle du nourrisson qui est très, très grave et qui n'ont pas été couverts par la vaccination. On ne pense pas du tout à celle-là parce que le grand enfant se dit, bon, ben, il est vacciné. Et puis, les symptômes ne sont pas les symptômes de la toux coqueluchoïde qu'on attend, c'est-à-dire avec la reprise, le chant du coq. Mais par contre, ils sont contaminateurs. Donc le grand problème, c'est ça, ils contaminent les petits nourrissons qui sont dans l'entourage, qui vont nous faire des formes sévères. Si on pense au diagnostic et on fait une PCR, il faut la faire avant 3 semaines d'évolution et mettre un macrolide avant les 3 semaines. Et le macrolide est là pour protéger l'entourage et certainement pas pour raccourcir la toux. Pour le mycoplasme, c'est aussi un germe qui ressemble au virus, qui est embêtant parce qu'il peut se pérenniser dans le temps. Et pour le mettre en évidence, il faut la PCR ou les sérologies à 15 jours d'intervalle. Mais est-ce qu'on va attendre tout ça pour mettre en route un traitement? Alors le problème du mycoplasme, c'est la banalisation de l'utilisation de l'azithromycine. Et donc vous savez tous qu'on a trop utilisé l'azithromycine et qu'on est en train de la perdre pour une pathologie qui risque de guérir spontanément. Donc il n'y a pas, selon Cochrane 2012, assez de preuves pour traiter les infections respiratoires incubas à mycoplasme par les macrolides. Elles guérissent spontanément. Le traitement est là surtout pour raccourcir l'évolution de la maladie. Alors maintenant, la toux diurne laryngée qui disparaît la nuit. C'est donc la toux psychogène. Située dans le croisement organique, fonctionnel, psychologique, touche surtout l'ado. Mais alors l'ado, de plus en plus, il est petit. Et j'arrive à trouver des toux psychogènes, c'est chez des enfants âgés de 8 ans, de 9 ans. Alors la caractéristique, bien sûr, en dehors du fait qu'elle disparaît la nuit, c'est qu'ils ont le même stéréotype. Ils se présentent toujours de la même façon. Ils ne sont pas du tout gênés par cette toux. C'est les parents qui sont embêtés et c'est les instituteurs qui sont embêtés et certainement pas l'enfant qui vit très très bien avec. Elle est résistante bien entendu aux thérapeutiques et il y a un terrain d'anxiété. Donc on dit généralement que c'est un diagnostic d'élimination, mais on ne va pas attendre d'éliminer tout et de faire tous les examens complémentaires. Alors, il faut verbaliser le diagnostic, le dire clairement au malade et à sa famille. Je crois qu'il y a un problème psychologique. Et puis demander à l'enfant quel est le problème, parce qu'il ne faut pas le minimiser, c'est un appel au secours, et donc le prendre en charge soit par le pneumopédiatre ou le pneumologue, ou bien l'adresser au pédopsychiatre. Et des fois, des fois on donne la Tarax pour un peu calmer les choses. Sinon, dans mon expérience, le fait de confronter avec le diagnostic, souvent l'enfant commence à pleurer. Et donc la famille, les parents n'ont pas du tout compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, on m'a demandé un algorithme et je commence par cette toux qui dure de plus de 4 semaines avec une anamnèse et un examen clinique minutieux, une radio du thorax. Si cette radio, je ne sais pas, à votre gauche, si cette radio thorax est normale, les 3 étiologies les plus fréquentes, c'est la pathologie ORL, l'asthme, le reflux. Le reflux, nous, on le met en bien dernier. Et puis, la toux psychogène avec une anamnèse caractéristique. Bien sûr, on fera les examens correspondants en fonction du type de pathologie et puis le traitement conséquent. Je ne vais pas détailler les choses. Maintenant, si on a des signes d'inquiétude par l'anamnèse, l'examen clinique ou la radio du thorax est anormale, il faut qu'on pense aux autres pathologies qui peuvent être graves chez l'enfant. Et la première, c'est le corps étranger trachéobronchique. Attention, un emphysème unilatéral peut cacher un corps étranger. Le scanner n'est pas obligatoire quand on a un syndrome de pénétration et un fort doute. Sinon, on pourra le faire et il pourra nous aider.
Là, on a une anomalie au niveau des arcs aortiques, une anomalie vasculaire. Il faut faire l'angioscan, beaucoup plus que le TOGD, qui va montrer le double arc la double encoche en faveur du double arc aortique. Ce petit enfant a un emphysème unilatéral, c'est ici malformatif, il s'agit d'un emphysème lobaire géant ou congénital. Le scanner pourra montrer que l'emphysème concerne un lobe et par contre il va empiéter sur l'autre lobe et sur le poumon contralatéral. Là, bien sûr, c'est catastrophique, mais on n'arrive, j'espère, jamais à ça d'un seul coup. C'est les dilatations de branches, avec très probablement une mycoviscidose, mais il y a une cassure de la courbe de taille, il y a l'hypocratisme digital, la déformation thoracique. Une radio du thorax qui n'est pas très pathologique, mais qui nous a amené à faire un scanner qui a montré des images en mosaïque. Donc, c'est après une infection virale. Foyer pulmonaire, hospitalisation prolongée, peut-être une ventilation artificielle. Un virus, des fois identifié, des fois non, souvent l'adénovirus. Et l'enfant va faire des bronchopneumopathies récidivantes, volontiers sifflantes, avec une cassure de la courbe de croissance et l'aspect caractéristique des séquelles de virose, la bronchiolite oblitérante. Donc là, on se retrouve du côté droit du schéma avec une anamnèse ou un examen clinique qui nous inquiète, une radio de thorax anormale, et on pose différentes étiologies que je vous ai citées, avec des examens complémentaires en conséquence, et puis les thérapeutiques adaptées. La toux grasse isolée, c'est la bronchite bactérienne persistante, c'est une entité clinique qui repose sur 3 critères. La toux grasse chronique qui répond aux antibiotiques et absence des autres causes de toux productive. Elle est beaucoup plus connue chez les anglo-saxons que chez les francophones. Et la physiopathe, c'est la production d'un biofilm qui protège la bactérie et celle-ci va altérer la clairance mucociliaire. Le tableau clinique est celui d'un enfant de moins de 6 ans qui va faire une toux grasse qui dure plus de 4 semaines, continue et isolée, mais avec une clinique normale et une radio du thorax normale. Avant, on devait faire le lavage broncho-alvéolaire pour identifier les germes qui sont le pneumocoque, l'hémophilus. Actuellement, on se dit que c'est quand même invasif et qu'on doit traiter par antibio probabiliste amoxicillin clave, dont la durée est d'au moins 2 semaines, sinon le plus souvent 4 semaines. Et puis on réévalue la clinique et on voit comment on doit procéder. Mais on sait actuellement, il y a une forte hypothèse disant que la bronchite bactérienne prolongée pourrait être le substratum avant d'aller vers les dilatations de branches. Donc le fait de les traiter énergiquement, peut-être c'est ça qui a fait diminuer les dilatations de branches chez l'enfant. Alors maintenant, regardez tout au fond, la toux non spécifique. Alors si elle est grasse, on va faire l'épreuve thérapeutique dont je vous ai parlé tout à l'heure en donnant un antibiotique. Et si ça marche, ça va. Sinon, on doit rechercher les autres causes. Si la toux est sèche, par contre, on ira sur l'asthme et on va traiter comme asthme. Et puis, on va voir s'il y a succès ou pas, sachant que l'asthme est beaucoup plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Alors, faut-il justement tout traiter? Actuellement, on a toute la panoplie de sirops anti-phytothérapie. Alors, est-ce qu'il faut les mettre ou pas? Le miel, pas avant l'âge de 1 an. Alors, justement, il n'y a pas assez de preuves pour leur efficacité et leur utilisation. Il y a une petite place quand même pour les antitussifs à action centrale chez les plus de 6 ans. En post-viral, peut-être que ça a donné des post-Covid aussi, ça a donné des effets intéressants. Alors, en dernier, cette toux hypersensibilité aux stimuli, ça se voit également chez l'enfant, puisque ça, c'est une publication pédiatrique. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, elle est assimilée à une neuropathie sensitive où il y a une paresthésie laryngée, sensation anormale de type chatouillement de la gorge, hypertussie, qui est une réaction tissugène exagérée à un stimulus connu comme la fumée de cigarette
ou à l'autucie, déclenchement de la toux, un stimulus non tissugène comme la parole. Donc il y a une hyperréactivité des récepteurs TRVP1 qui a été incriminée. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure des traitements, les neuroleptiques, etc. Bon, chez l'enfant, on n'a pas beaucoup l'expérience de ça, mais peut-être, mais pourtant ça c'est des trucs pédiatriques. Hein. Alors pour conclure, la toux traînante est un défi pour le clinicien. L'anamnèse, le cliché de thorax sont les points forts de la démarche diagnostique initiale. Les causes ORL et l'asthme sont les plus fréquentes. La bronchite bactérienne, il faut y penser, elle est sous-estimée dans nos contrées, et donc il faut y penser, peut-être pour diminuer les dilatations de bronches. Le reflux gastro-œsophagien, nous, on ne donne pas beaucoup d'importance, on ne le traite pas. C'est en fin de route qu'avec les ORL, on est amené à mettre les IPP. Et enfin, attention à la toux chronique qui peut cacher une pathologie grave, notamment le corps étranger trachéobronchique. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Bossefara, pour la qualité de votre conférence. On se tourne à l'assistance pour savoir s'il y a des questions à poser pour cette conférence. Oui. Alors, pour Mme Bossefara, pour le reflux, et on sait que les IPP n'ont pas beaucoup d'effets selon l'étude Cochrane, et on le sait tous. Qu'est-ce qu'on peut proposer chez les enfants, justement, qui est une toux qui est très invalidante, notamment nocturne, les parents sont inquiets, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Alors, est-ce que tu parles effectivement de cette toux laryngée? Non, de reflux. J'ai dit tout à l'heure. C'est le reflux. Je parle reflux. Le reflux. Et les IPP avec le reflux. Donc, nous, on a un peu zappé le reflux en pathologie pédiatrique. Et en dernier recours, il m'est arrivé de donner les IPP avec l'ORL qui me dit attention, et là c'est une toux, j'ai donné tout, les nébulisations de corticoïdes, etc. Et je n'arrive pas à le faire. Le corticoïde par voie générale, on a tout fait, ça n'arrête pas. Et l'ORL me dit essayez tout de même un IPP parce que c'est inflammatoire partout. Donc essayez, j'ai mis, mais en fait c'est un cas, tu vois, c'est pas notre quotidien, c'est pas notre... Mais cette année c'est particulier, on a vécu beaucoup de cas comme ça, de toux embêtantes, traînantes, laryngées. Oui, merci. Une dernière question, c'est bien Sartout. Oui, merci pour cette belle présentation. J'aurais deux remarques en fait. En ORL, il y a eu des recommandations aussi bien sur la prise en charge de la toux que sur la prise en charge de la rhinite chronique. Et actuellement, on préconise, c'est des recommandations fondées avec des preuves de niveau 1 pour enlever les végétations, même si elles sont petites, parce que ça représente un réservoir de germes et que la coulée purulente en postérieur pourrait favoriser donc la toux, indépendamment du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Donc on va beaucoup plus vers l'adénoïdectomie ou l'ablation des végétations. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'est la toux aboyante. Quand vous avez une toux aboyante, là aussi, il y a un intérêt à faire un examen au naso chez l'enfant parce que ça peut cacher une sténose sous-glottique minime, grade 1, qui peut passer inaperçue et donc à chaque fois qu'il fait une inflammation, comme il a un diamètre laryngé qui est petit, donc ça va se rétrécir encore plus et donc aggraver les symptômes respiratoires qu'il peut présenter. Mais sinon... Oui, je crois qu'il faudra pour les végétations faire certainement un congrès, voilà, un séminaire ensemble. Là, parce que de plus en plus, on a ces petites végétations et on est trois intervenants. Il y a le pédiatre, l'ORL et la famille qui sont très réticents. Et puis les ORL qui demandent à enlever le tout, végétation et amygdale. Alors, bon, voilà, donc il y a tout ça, mais c'est bien de me donner cette information, que vous êtes beaucoup plus interventionniste sur les petites végétations. Pourquoi pas? Une toute dernière question. Il y a... Oui, ça doit être... Pour la toux chez l'enfant, si elle est en rapport avec un reflux gastro-œsophagien, est-ce qu'on doit donner les IPP à dose habituelle ou bien on doit doubler la dose chez l'enfant pour être efficace? Doubler la dose. Déjà, je ne prescris pas les IPP,
Donc c'est vraiment la main forcée qui m'a قلت لكم. C'est hyper rare cette année, avec tous les enfants que j'ai vus, j'en ai mis un seul sous IPP ou deux. Très peu de temps, maximum un mois, et puis certainement pas doubler la dose.